America is back. Nous sommes deux vieilles nations dans le monde. Le Royaume-Uni et la France. لن يتحقق لكم سلام بالعدوان وإن هذه الدماء بالروح بالدم تكون لعنة عليكم نفديك يا أقصى. إن المعركة ليست معركة فرد وليست معركة جيش وإنما هي معركة شعب ومعركة أمة بأسرها. بيوتكم في انتظاركم، مساجدكم في انتظاركم، كنائسكم في انتظاركم، وهم لكم ولأولادكم. Vous écoutez l'Histoire en marche, un programme réalisé par Jalil Akhdar, coordonné par Sami Hahel et Marim Abdou pour vous accompagner au micro. Des avions de guerre de l'entité d'occupation ont pris pour cible plusieurs villages dans le sud du Liban. Une femme et 2 enfants y ont péri. Certaines des victimes sont restées ensevelies sous les décombres. Des frappes aériennes ont également visé la zone située au sud de la ville côtière de Nakoura, tandis que le dôme de fer a été activé pour intercepter des missiles près de la ville de Marwahin. Le porte-parole du secrétaire général de l'ONU appelle à un cessez-le-feu. L'escalade récente est vraiment dangereuse et doit cesser. Nous réitérons notre appel à toutes les parties pour qu'elles observent un cessez-le-feu et s'efforcent de trouver une solution diplomatique. Le Hezbollah libanais menace de riposter. Son chef Hassan Nasrallah avertit et précise que quiconque imagine que la résistance au Liban ressent ne serait-ce qu'un instant de la peur ou de la confusion se trompe complètement. Hassan Nasrallah évoque les conditions d'un cessez-le-feu. عندما يقف إطلاق النار في غزة سنوقف إطلاق النار في الجنوب وعندما يقوم العدو الإسرائيلي بأي عمل سنعود للعمل على ضوء القواعد والمعادلات. نحن مقاومة وجزء من معادلة مسؤوليتها منع الاعتداء على لبنان وردع العدو من الاعتداء على لبنان. Avec nous à partir de Beyrouth, Monsieur Hossein Haj Hassan, merci d'accepter notre invitation. Vous êtes membre du bureau politique du Hezbollah. Monsieur Hossein Haj Hassan, Nasrallah a indiqué que le Hezbollah surveille tous les développements dans la région et que toutes les possibilités sont ouvertes lorsque l'agression contre Gaza cessera, la guerre dans le sud s'arrêtera. Il faut toujours mettre en cause la question essentielle dans la région arabe du Moyen-Orient, c'est que l'origine de toutes les tensions, de tous les dangers, c'est l'occupation israélienne en Palestine et l'oppression du peuple palestinien, l'occupation israélienne au Liban, dans ce qui reste du territoire libanais, les dangers israéliens sur toute la région, le nazisme nouveau de l'État hébreu israélien. Donc le danger vient de là. Tout le monde voit ce qui se passe à Gaza et à Dafa Gharbia, les tueries quotidiennes des enfants et des femmes, les dangers et les menaces israéliennes de déplacer les Palestiniens de Gaza et de la banque ouest. Ce sont les dangers essentiels. Le monde, malheureusement, discute les répercussions des dangers. Oui. C'est-à-dire, il discute les réactions des peuples de la région, les réactions qui se manifestent dans la résistance, et il ne discute pas ce monde, malheureusement, pas tout le monde. L'Algérie n'est pas parmi ces États, et le peuple algérien y compris. Il y a beaucoup de gouvernements et de peuples qui soutiennent la cause palestinienne, mais d'autres, malheureusement, qui sont les plus forts dans le monde, les États-Unis, la Bretagne, la France, l'Allemagne. Ils soutiennent l'occupation israélienne, ils soutiennent les massacres israéliens. Donc, ce que nous attendons de toutes les diplomaties, c'est l'arrêt de la tuerie quotidienne à Gaza et l'arrêt des massacres des enfants et des femmes et des gens à Gaza, l'arrêt du projet israélien de déplacer les Palestiniens de la banque ouest et de Gaza, l'arrêt de la menace de la mosquée Al-Aqsa, l'arrêt de l'apartheid en Israël et aussi la fin de l'occupation israélienne des territoires libanais et la menace contre les Libanais et les autres peuples de la région. C'est comme ça qu'on doit discuter les questions et non pas qu'est-ce qu'on va faire avec les répercussions. Dans tous les cas, c'est le cas de toutes les résistances. Qu'est-ce qu'on doit faire? Résigner? Qu'est-ce qu'on doit faire? Se soumettre?
l'ONU et les droits de l'homme donnent à tous les peuples de résister, à tous les peuples de combattre pour défendre soi-même et non pas à résigner. Non, jamais. Ce qui a changé est que Israël et les États-Unis n'arrivent pas à comprendre, y compris la Bretagne et la France et l'Allemagne. Ce qui a changé dans la région, c'est qu'il y a maintenant des résistances, des peuples qui sont prêts à se défendre, qui sont prêts à combattre, à arracher leurs droits des occupants. C'est juste, Monsieur Hossein Haj Hassan. D'ailleurs, un responsable américain a déclaré à la chaîne El Mayadeen que les forces américaines ont subi au moins 120 attaques en Syrie et en Irak depuis octobre dernier. De son côté, le chef du conseil du Hezbollah, Hachem Safieddine, s'adressant aux sionistes, a déclaré: si vous pensez qu'il y a des bases à l'abri et que nous ne pouvons pas vous ciblez, eh bien, vous n'avez pas raison. En tout cas, ces bases ne sont pas cachées. Qui a donné la raison aux États-Unis de faire des bases en Syrie? Qui a donné? Le gouvernement syrien, le peuple syrien. Les Américains sont occupants en Syrie. L'Assemblée nationale irakienne a pris une décision que l'armée américaine doit quitter l'Irak. Le Premier ministre irakien a dit clairement qu'il va mettre en œuvre les procédures que l'armée américaine quitte l'Irak. Qui a donné le droit aux Américains de tuer des dirigeants de Al-Hashd al-Sha'bi ou bien des combattants de Al-Hashd al-Sha'bi? Qui a donné ça? Même le gouvernement irakien a riposté, a dit ils n'ont pas le droit. Tout le peuple irakien a dit la même chose. Donc, la même chose. Les Américains et la Bretagne et la France et l'Allemagne doivent comprendre qu'il y a des peuples ici. Il n'y a pas des gens de deuxième classe ou de troisième classe ou de quatrième classe. Il y a des gens qui sont les habitants de cette région depuis des milliers d'années, qui ont le droit à la terre, qui ont le droit à l'eau, qui ont le droit à la richesse, qui ont le droit à toute l'histoire, à tout l'avenir, et non pas les Israéliens, les occupants et les occupations diverses qui sont dans la région. Je dois vous dire que dans la route de la résistance, dans l'histoire de la résistance, nous avons toujours eu des dirigeants, des grands leaders qui ont été ciblés par l'armée terroriste israélienne et jamais la résistance ne sera affaiblie par le martyre des combattants ou des dirigeants. Au contraire, la résistance deviendra plus forte, plus déterminée, que ce soit en Palestine, que ce soit au Liban, que ce soit en Irak, que ce soit au Yémen, que ce soit en Syrie, que ce soit en Iran, n'importe où. Chaque fois qu'on aura des martyrs, chaque fois qu'on sera plus déterminé, plus actif et plus fort et plus proche de la victoire, Inch'Allah. En réponse à ces ciblages, le Hezbollah a ciblé de son côté avec plusieurs drones d'attaque le quartier général du commandement nord de l'armée d'occupation. Monsieur Hossein Haj Hassan, aujourd'hui, même si l'on ne doit pas parler des conséquences, mais de la cause qui est l'occupation de la Palestine occupée et des territoires dans le sud du Liban, est-ce qu'il vous semble aujourd'hui qu'il y a un soutien tacite de certains pays ou de la dite communauté internationale à cette occupation sioniste? C'est très clair. Tout le monde a parlé du droit d'Israël à se défendre. Mais écoutez, madame, s'il vous plaît, je sais bien que vous êtes algérienne, je sais bien quelle est la position de l'Algérie dans ce conflit, mais n'importe quelle personne, quel être humain dans ce monde, comment il donne à l'occupant le droit de se défendre et il ne donne pas à un peuple qui a été chassé de son pays, de ses villes, de ses villages depuis 75 ans, il n'a pas le droit de riposter. C'est pas juste, c'est inhumain. En tout cas, nous n'attendons pas de ces pays qu'ils soient justes. Parce que ces pays même ont toujours été des pays colonisants. L'Algérie a été colonisée par la France et il y a eu 1 million de martyrs. C'est l'histoire qui est très proche. La Bretagne était un pays colonisant. Les États-Unis ont chassé les Indiens. Je dois dire en même temps que je respecte tous les Américains, tous les Britanniques, tous les Français, tous les Allemands, tous les peuples qui ont pris côté du droit et de la justice dans ce monde, malgré la position de leur gouvernement, qui sont des gouvernements injustes et opprimants. À ce propos, Monsieur Hossein Haj Hassan, nous parlions tout à l'heure de la communauté internationale. On peut citer parmi ceux qui entament des démarches dites diplomatiques les États-Unis, par la voix du secrétaire d'État Anthony Blinken. Le secrétaire d'État Anthony Blinken a rencontré des dirigeants arabes, ou en tout cas des pays arabes. Je mets entre parenthèses que 96 accusés américains sont impliqués dans l'assassinat de Qassem Soleimani. C'est ce qui a été
été révélée par le secrétaire du comité des droits de l'homme du pouvoir judiciaire iranien Kazem Garibabadi. 96 accusés américains. Comment peut-on, dans ces conditions, Monsieur Hossein Haj Hassan, parler encore de dialogue ou d'initiative politique? Écoutez, quand on parle de la communauté internationale, il y a 160 pays qui ont voté pour l'arrêt de la guerre israélienne à Gaza. Il n'y a pas de communauté internationale libre. La communauté internationale dont on parle parfois, c'est la communauté internationale des armées américaines, britanniques, françaises et allemandes. La communauté internationale dont on parle parfois opprime l'opinion internationale qui est la plus vaste, des pays qui ont voté sur l'arrêt de la guerre. En même temps, vous avez certainement entendu les responsables terroristes israéliens attaquer le secrétaire général de l'ONU parce qu'il a parlé, je crois qu'il était neutre, il n'était pas pro-palestinien. Il n'était pas pro-palestinien, il a parlé d'une façon neutre, d'une façon, si vous voulez, scientifique et logique. Malgré ça, ils n'ont pas pu supporter ces déclarations. Donc, la communauté internationale est enlevée, elle est violée par les États-Unis et ses alliés. C'est quelques alliés de l'Occident. Nous respectons la communauté internationale quand elle est juste. Je ne veux pas dire quand elle est avec nous, qu'elle soit juste seulement, qu'elle soit raisonnable, qu'elle soit rationnelle, qu'elle soit légitime. Donc, c'est clair que les États-Unis est pro-israélienne. Israël, pour les États-Unis, c'est une base militaire. C'est une porte-avions sur la terre. Elle n'est pas plus que ça. C'est pourquoi elle est couverte par les vétos américains à l'ONU, au Conseil de sécurité. Elle est couverte par l'argent, par les armées. Écoutez, c'est vraiment ridicule quand les États-Unis parlent ou demandent d'Israël de minimiser la tuerie des civils à Gaza. C'est ridicule. Comment vous demandez de minimiser la tuerie des civils à Gaza et en même temps vous donnez des armes, des bombes à 2000 pounds, 2000 pounds, et vous envoyez des centaines de navires et d'avions pleins de munitions et pleins d'armes. C'est ridicule. Monsieur Hossein Haj Hassan, le Premier ministre libanais Naguib Mikati a annoncé qu'une solution diplomatique est en cours ou en gestation et a précisé les conditions de Beyrouth dans un entretien accordé à la chaîne américaine, justement, Al-Hurra, dont la fin de l'agression de l'armée sioniste. Est-ce qu'il y a des consultations entre le Hezbollah, je vous pose la question, et le Premier ministre libanais en ce sens? Est-ce que aujourd'hui l'on peut parler d'un consensus libanais à ce sujet? Ce qui nous concerne comme Hezbollah, il n'y a pas de discussion en ce qui concerne le Liban avant l'arrêt de la guerre à Gaza. En ce qui concerne le Hezbollah, le Premier ministre libanais prend sa fonction en tant que Premier ministre. En tant que résistance du Hezbollah, nous avons déclaré très clairement que le Hezbollah n'est pas concerné à n'importe quelle discussion avant l'arrêt de la tuerie à Gaza. Que répondez-vous aux différents émissaires qui disent craindre un élargissement des zones de tension dans la région? Je crois très bien que ceux qui disent qu'ils sont concernés de ne pas, le conflit actuel ne soit pas élargi, ils doivent arrêter la guerre à Gaza et non pas discuter les répercussions. Ils doivent discuter l'origine de tout ce qui se passe dans cette région depuis 75 ans, c'est l'occupation israélienne. Et ce qui se passe, c'est la tuerie et la guerre et l'élimination massive des gens, la tuerie massive des gens qui se passe à Gaza et qui se passe à la banque ouest et qui se passe à Palestine. C'est une épuration ethnique. Elle est claire. Elle est claire, c'est absolument. pas nous qui disons ça. Ce sont les responsables sionistes et nazistes israéliens. Monsieur Hossein Haj Hassan, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup. C'est moi qui dois vous remercier. Vous êtes le pays de millions de martyrs et vous savez ce que c'est l'occupation et ce que c'est la résistance. Shukran. Merci infiniment, Monsieur Hossein Haj Hassan. Merci infiniment. Merci à vous. Hossein Haj Hassan a été ministre et député. Il est membre du bureau politique du Hezbollah et il était avec nous à partir de Beyrouth. La chaîne américaine NBC rapporte que le président Joe Biden est en colère
contre Benjamin Netanyahou en raison de son obstruction au cessez-le-feu dans la bande de Gaza, et ce dans le but de se maintenir au pouvoir. Selon la chaîne américaine, Biden considère Netanyahou comme le principal obstacle aux tentatives visant à persuader l'entité de cesser le feu. Selon des médias américains, les dirigeants des communautés musulmanes dans les États américains clés comme le Michigan, le Minnesota, l'Arizona, le Wisconsin, la Floride, la Géorgie, le Nevada et la Pennsylvanie ont lancé une campagne pour ne pas voter en faveur de Biden lors de la présidentielle de 2024. En 2017, Trump, l'autre candidat, avait, rappelez-vous, reconnu El-Quds comme capitale de ce qui est qualifié d'Israël. It is time Il est temps de reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël. Je considère que ces actions sont un bon choix pour les États-Unis. J'ai donné instruction au département d'État de commencer les préparatifs pour déplacer l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Avec nous en ligne à partir du New Jersey, Monsieur Gabriel Soma. Merci d'accepter notre invitation. Vous êtes membre du conseil consultatif de l'ancien président américain Donald Trump. Saïd Gabriel Soma, shukran لحضوركم معنا سيدي. في حالة ما انتخب ترامب رئيسا للولايات المتحدة، هل سيعيد النظر في السياسة الخارجية الأمريكية؟ أعتقد بأنه سوف يعيد النظر في سياسته الخارجية. مثلا بالنسبة لأوكرانيا يريد أن تحل المشكلة بشكل Je pense qu'il va reconsidérer sa politique étrangère. Il veut, et à titre d'exemple, régler la question ukrainienne de manière pacifique. Sa relation avec Poutine était excellente, de même qu'avec la Chine en ce qui concerne le Moyen-Orient. Je pense que si Trump était à la Maison-Blanche, les événements du 7 octobre n'auraient pas eu lieu. La situation était au Moyen-Orient sous contrôle. J'étais en Israël en 2019 pour expliquer l'accord du siècle, Safqat al-Qarn. Nous avions proposé aux Palestiniens et aux Israéliens 40 milliards de dollars pour construire des ponts reliant la Cisjordanie à Gaza, construire des écoles, des universités, des hôpitaux, des autoroutes, des tunnels. Mais hélas, les deux parties ne se sont pas entendues sur ce sujet. هدف هذه الصفقة هو ربط الضفة الغربية بغزة وأن تكون غزة يعني تابعة للسلطة الفلسطينية طبعا. طبعا كان هناك نية بأن تصبح غزة. Évidemment, nous avions l'intention de faire de Gaza une ville moderne. Si vous deviez comparer ce que nous projetions avec la situation actuelle, il y a une immense différence. ولكن السكان في غزة يرفضون هكذا وضع وهم تحت سلطة حماس. كيف يمكن يعني التعامل مع هذا الواقع إذا ما وصل ترامب إلى الحكم؟ أنا قابلت جماعات من حماس في السابق. صعب جدا التفاهم معهم ولكن كان بإمكان. J'ai dans le passé rencontré des membres du Hamas. Il est difficile de s'entendre avec eux. Mais l'autorité palestinienne aurait pu prendre en main la situation et suivre une politique d'unification entre Gaza et la Cisjordanie. Il y a une faiblesse chez l'autorité et un problème du côté du Hamas. هل يمكن أن يكون لمصر أي دور في هذا الشأن؟ مصر في وضع اقتصادي سيء جدا. مصر مديونة. La situation économique en Égypte est très mauvaise. Le pays a une dette d'environ 175 milliards de dollars qu'elle doit aux États-Unis, à l'Europe, à la Banque mondiale et autres organisations internationales. Je pense que nous pouvons négocier avec l'Égypte et l'aider à trouver des solutions à ses problèmes économiques. Travailler en corrélation, surtout avec les États-Unis, pourra nous permettre de trouver une solution aux problèmes, notamment à Gaza actuellement. L'Égypte est un pays très important pour trouver une solution au problème.
أثار ترامب عاصفة سياسية وقلق حلفاء الولايات المتحدة عندما أشار إلى أنه يمكن أن يشجع روسيا على مهاجمة أي دولة من الناتو لا تفي بالتزاماتها المالية. ما ردكم على هذه المخاوف؟ أذكر جيدا عندما كان ترامب في البيت الأبيض كان يطلب من دول الحلف الأطلسي. Quand Trump était à la Maison-Blanche, il demandait aux pays membres de l'OTAN de régler leurs contributions financières. Mais ces États n'ont pas respecté cet engagement. إلا أن هذه الدول لم تفعل ذلك. كان الهدف الرئيسي Le but de Trump consistait à ce que l'Europe ne dépende pas des États-Unis dans sa politique de défense. La situation économique aux États-Unis est difficile. Nous avons une dette de 33 trillions de dollars et nous continuons à imprimer nos billets. L'Europe doit prendre toutes les mesures nécessaires sans s'appuyer à 90 ou 95% sur les États-Unis. L'Ukraine est une illustration de cela. Si l'Europe avait renforcé son armée et son système de défense à un niveau élevé, Poutine n'aurait pas pu attaquer l'Ukraine avec autant de facilité. Il est vrai que l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN, mais Poutine aurait pu ou peut attaquer un de ses membres si les États-Unis ne protégeaient pas l'Europe. L'Europe aurait dû compter sur son propre système de défense. C'est ce que souhaite le président Trump. ولكن بالرغم من كل هذه الديون وبالرغم من كل هذا تبقى الولايات المتحدة تحمي إسرائيل. إسرائيل هي خط دفاع أول للولايات المتحدة في الشرق الأوسط. Israël est la première ligne de défense des États-Unis au Moyen-Orient. L'Iran a un objectif principal dans cette zone qui consiste en une domination globale sur l'ensemble des États du Moyen-Orient et principalement des pays du Golfe. Pour atteindre cet objectif, l'Iran doit faire sortir les forces américaines de cette région. Nous avons environ 35 000 soldats stationnés au Moyen-Orient actuellement. 13 000 au Koweït, 9 000 au Bahreïn, 10 000 au Qatar, 2 500 en Irak et 900 en Syrie. S'ajoutent à ces chiffres 9 flottes présentes sur place. L'Iran veut renvoyer nos forces, dominer la région et ses ressources et en finir avec Israël. Les États-Unis ont participé à l'édification d'Israël. C'est un allié principal. Il y eut à l'époque de Trump des accords avec d'autres pays, dits pays de la normalisation. Si Trump était resté à la Maison-Blanche, cette normalisation serait toujours en cours entre Israël et les pays arabes. L'Arabie saoudite était sur le point de normaliser, si ce n'est ce qui s'est passé le 7 octobre. Le prince Mohammed Ben Salman, une semaine avant le 7 octobre, avait déclaré être sur le point de conclure des relations avec Israël. وهذا مشروع ترامب وفي حالة ما وصل ترامب إلى البيت الأبيض سيواصل على هذا المنوال. Je le pense, en effet. Les positions de Trump au sujet du Moyen-Orient demeurent inchangées, surtout avec l'Égypte, qui a de bonnes relations avec Israël, la Jordanie, le Bahreïn, les Émirats. Il n'est pas exclu que d'autres pays de la région se joignent, autres que l'Arabie saoudite, se joignent à cette alliance. Le Qatar, le Koweït, ces pays peuvent se joindre à cette alliance. سيد جابرييل سوما شكرا جزيلا سيدي لقبول الدعوة. شكرا لك. Thank you very much. Thank you. شكرا لك سيدتي.
Gabriel Soma est professeur en droit international, membre du conseil consultatif de l'ancien président américain Donald Trump, et il était avec nous à partir des États-Unis. En 2016, Hillary Clinton et Donald Trump se rendent à la conférence annuelle organisée par l'AIPAC. Donald Trump assure dans son discours que s'il est élu président, Washington reconnaîtra El-Quds comme la capitale d'Israël et promet de démanteler l'accord sur le programme nucléaire iranien. Le mercredi 6 décembre 2017, Donald Trump, le 45e président des États-Unis, reconnaissait El-Quds comme capitale de l'entité sioniste, suscitant ainsi la colère des Palestiniens et une vague de réprobation dans le monde arabe. Il est temps de reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël. Je considère que ces actions sont un bon choix pour les États-Unis et dans la quête du processus de paix entre Israël et les Palestiniens. Le statut de la ville sainte ne peut être résolu que par une négociation directe entre Israéliens et Palestiniens, avait aussitôt rappelé le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. De son côté, le président palestinien rejette la décision de Trump de consolider El-Quds comme capitale d'Israël. Dans une déclaration vidéo, Mahmoud Abbas a qualifié la ville sainte de capitale de l'État éternel de Palestine. هذه الليلة لن يغير من واقع مدينة القدس ولن يعطي أي شرعية لإسرائيل في هذا الشأن كونها مدينة فلسطينية عربية مسيحية إسلامية وهي عاصمة دولة فلسطين الأبدية. Quelques mois avant la fracassante annonce de Trump, Benjamin Netanyahou déclarait lors de l'ouverture de la réunion hebdomadaire de son cabinet que l'ambassade des États-Unis devait se trouver à El-Quds. Il dira « Je tiens à le préciser sans équivoque, l'ambassade des États-Unis devrait être ici, à Jérusalem, comme il le dira. Il serait bien également que toutes les autres ambassades soient transférées ici, a-t-il dit. C'était la première fois que Netanyahou évoquait la question du transfert de l'ambassade des États-Unis depuis l'élection de Donald Trump et ses déclarations en faveur d'une telle mesure. Je veux dire clairement et sans équivoque que notre position a toujours été et qu'elle le demeurera toujours. L'ambassade des États-Unis devrait être ici, à Jérusalem. Les relations entre les États-Unis et Israël sont un facteur important dans la politique étrangère du gouvernement des États-Unis au Moyen-Orient depuis 1948. Les États-Unis maintiennent avec Israël une relation de proximité et de soutien via une aide financière annuelle et des accords militaires. En 2006, la publication par deux professeurs d'université américains, Stephen Walt et John Meischmeyer, d'un article puis d'un livre sur le lobby pro-israélien aux États-Unis déclenche un véritable scandale. Les deux universitaires y jugent disproportionnée l'influence de l'AIPAC sur la politique étrangère des États-Unis et reprochent le soutien inconditionnel de cette organisation au Likoud. Le lobby a contribué à l'anti-américanisme au Moyen-Orient et ailleurs. C'est l'une des raisons pour laquelle les États-Unis font face à la menace terroriste. Oussama Ben Laden et ceux qui nous ont attaqués le 11 septembre ont clairement dit que notre soutien à Israël motivait leur haine. Et une partie du lobby nous a poussés à partir en guerre en Irak. Cette relation si particulière, soutenue par le lobby, cause un tort considérable aux intérêts stratégiques américains. Avant même la création d'Israël, la communauté juive aux États-Unis s'active à rassembler des fonds et des renseignements. Le soutien est marqué par de puissants groupes de pression composés à la fois de juifs et de non-juifs, dont le but est d'influencer la politique étrangère américaine au profit de l'État sioniste. Le lobbyisme aux États-Unis est institutionnalisé, et notamment à travers cette puissante organisation du nom de l'AIPAC. Le colonel Wilkerson, ex-chef de cabinet de Colin Powell, parle de machines très puissante. Il existe au pays une machine énorme et très puissante qui réagit immédiatement lorsqu'un individu adopte une position anti-Israël.
Elle passe alors à l'attaque. Un jour, j'ai mentionné l'étude de Mersheimer et Walt au cours d'un séminaire dans une des universités où j'enseigne. En moins de 48 heures, j'ai reçu un courriel d'Alan Dershowitz. Alan Dershowitz est un professeur de Harvard qui protège le lobby juif aux États-Unis comme un chien d'attaque. J'ai reçu un courriel de sa part qui disait essentiellement qu'il ne croyait pas que je rendais justice à la relation américano-israélienne, à la place d'Israël dans le monde, et ainsi de suite. Parce que j'avais cité le rapport Walt Mersheimer, qui était tellement déficient, erroné et tout le reste. Il a même ajouté en attaché sa propre réplique au rapport Walt Mersheimer, en me conseillant de l'utiliser pour faire contrepoids au cours de mon séminaire. Moins de 48 heures plus tard, j'avais déjà à mes trousses un des chiens de garde du lobby juif. Il y a des gens partout à travers les États-Unis, sur tous les campus du pays, qui sont prêts à faire la même chose que lui. Protéger les intérêts américano-juifs et particulièrement les intérêts d'Israël aux États-Unis. Chaque année, Israël continue de recevoir 4 milliards de dollars d'aide américaine. Entre 1972 et 2006, Washington a opposé son veto à 42 résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU qui critiquaient la politique sioniste. Les États-Unis soutiennent Israël de diverses façons. Nous leur fournissons des aides militaires et économiques qui s'élèvent à peu près à 3 milliards de dollars par an. Malgré sa relative richesse, Israël reçoit plus d'aide extérieure que n'importe quel autre pays au monde. Nous opposons constamment notre veto aux résolutions de l'ONU condamnant Israël. Ceux qui sont contre, 14 voix pour, 1 voix contre. Le projet de résolution n'est pas adopté par suite du vote négatif d'un membre permanent du Conseil. Cette guerre contre l'enclave palestinienne de Gaza va-t-elle reconfigurer le soutien indéfectible des États-Unis à l'entité d'occupation? Cette relation sera-t-elle amenée à évoluer autrement sous la pression d'une partie de l'opinion américaine? Quel poids exercent les lobbies aux États-Unis? Élément de réponse avec notre invité, Monsieur Jim Cohen. Merci d'accepter notre invitation. Vous êtes spécialiste de la politique américaine ainsi que de la société états-unienne. Monsieur Jim Cohen, vous évoquez dans vos écrits l'importante activité des lobbies aux États-Unis. Dans la définition des liens, écrivez-vous, entre les États-Unis et Israël, précisez-vous. Quel poids ont aujourd'hui les lobbies sionistes aux États-Unis? Écoutez, il m'est arrivé il y a quelques années d'écrire cet article que vous évoquez et je suis ce genre d'affaires assez régulièrement parce que il est indéniable que les lobbies pro-israéliens exercent une influence surtout je dirais sur le Congrès des États-Unis. En tout cas, ils essayent, ils n'y arrivent pas toujours. Je pense que pour mettre les choses en perspective, il faudrait d'abord mettre en contexte l'activité de ces lobbies, c'est-à-dire que si on veut expliquer la politique des États-Unis au Moyen-Orient, la politique vis-à-vis d'Israël, vis-à-vis de la Palestine, etc., il faudrait d'abord voir ça en termes stratégiques, en termes géopolitiques, en termes d'intérêts tels que les États les définissent, etc. Et les lobbies, ça vient après. C'est une explication relativement secondaire. Les lobbies peuvent renforcer une politique pro-israélienne, mais pas toujours. Une des activités principales de l'EPAC, American Israel Affairs Committee, ce groupe-là a pour principale activité d'essayer d'influencer les élus du Congrès et de recueillir de l'argent pour diriger cet argent contre les élus ou les candidats à l'élection qu'ils considèrent comme leurs ennemis. Pendant toute une période, allant des années 70 jusqu'à récemment, ils arrivaient à peu près à faire leur travail qui consistait à essayer de résister et de réduire l'influence des quelques forces critiques au Congrès des États-Unis. Il y a quelques années, à partir de 2016-2018, un peu dans le sillage de la candidature de Bernie Sanders, candidat de gauche du Parti démocrate qui n'a pas eu l'investiture et qui a remporté beaucoup de primaires en 2016. Oui. Depuis cette époque-là, on voit qu'il émerge au sein du Congrès un petit groupe d'élus qui défient l'activité du lobby, qui se sont fait élire quand même
et qui se sont fait réélire quand même, à tel point que le lobby AIPAC a perdu du terrain. On ne peut pas dire, loin de là, que l'opinion aux États-Unis soit pro-palestinienne, mais il y a eu des progrès côté palestinien parce que l'opinion est en train de basculer. Vous évoquiez à l'instant, Monsieur Jim Cohen, la AIPAC. Nous pouvons également évoquer J Street. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet? Quel est le rôle de J Street dans le processus décisionnel, notamment en période électorale? J Street, c'est un autre groupe moins influent, mais qui essaye d'avoir de l'influence. Ils brassent moins d'argent, disons. Mais ils essayent aussi de se démarquer par rapport à l'AIPAC. À l'AIPAC, oui. C'est-à-dire que la nuance est à peu près celle-ci. Alors que AIPAC est devenu carrément un groupe de droite qui accueille en son sein, y compris dans son personnel salarié, des gens qui sont des sympathisants actifs des républicains et de Trump. Ils n'hésitent pas à donner leur argent pour soutenir des candidats qui sont des candidats pro-Trump et donc des candidats qui, comme Trump, nie le résultat des élections présidentielles de 2020, alors que J Street, comme on dit en anglais, ne donne pas son argent à ces candidats-là, mais essaie de favoriser des démocrates. Et ils sont par ailleurs sur une autre ligne, alors que AIPAC est à peu près inconditionnellement pro-israélien, même en ce moment, peut-être avec des nuances, parce que quand même, il suffit d'être un peu humain pour voir à Gaza qu'il se passe des horreurs. Mais disons que AIPAC est plus inconditionnel et J Street un peu moins, parce que J Street plaide depuis longtemps pour une solution à 2 États, tandis que AIPAC n'est pas du tout sur cette ligne-là. Il serait plus proche de Netanyahou. Monsieur Jim Cohen, vous avez écrit « L'AIPAC se donne pour mission essentielle de surveiller le Congrès, de promener parmi les élus une ligne de soutien sans faille à Israël ». Là, je vous cite. Et vous rajoutez également que selon William Biquant, un ancien membre du Conseil de sécurité nationale, 70 à 80% des membres du Congrès vont se déclarer d'accord avec toutes les idées qui plaisent à l'AIPAC. C'est dire que tout de même, le Congrès, qui est le principal pôle décisionnel politique aux États-Unis, est entre les mains de lobbies, ces lobbies qui semblent, si j'ai bien compris vos propos, servir les intérêts d'Israël. C'est ce qu'ils essayent de faire, et c'est ce qu'ils arrivent bien souvent à faire, mais pas toujours. Ce que j'essaie de vous suggérer en même temps, c'est qu'il y a de la résistance, il commence à y en avoir. C'est-à-dire que, autre nuance que je souhaiterais apporter à cette discussion, quand on parle de lobby pro-israélien, on est parfois tenté de considérer qu'il y a là aussi une dimension ethnique et que ce lobby pro-israélien est en même temps un lobby juif et de juifs. Pour l'AIPAC, c'est tout à fait le cas. Pour J Street, c'est tout à fait le cas. Ils ne prétendent pas être autre chose, mais parmi les autres groupes qui essayent de mettre leur influence dans la balance en faveur d'Israël à peu près inconditionnellement, il y a surtout des groupes de la droite chrétienne ou de l'extrême droite chrétienne. Ils sont plus puissants à la limite. C'est-à-dire qu'il y a un bloc pro-israélien multi-ethnique, si on peut dire. Les fondements, si j'ai bien compris, aussi bien pour l'AIPAC que pour ces chrétiens de droite, comme vous les qualifiez à l'instant, ces liens sont donc religieux. Et leurs liens également avec Israël sont religieux. C'est de cela qu'il s'agit. Où se situe la démarche politique dans cela? Il est toujours difficile un peu de faire la part des choses, mais quand on regarde de plus près, je pense que les chrétiennes de droite ont une certaine forme, une certaine manière d'être chrétiens, et parce que ces chrétiens-là qui soutiennent Israël de manière très militante sont des militaristes, des nationalistes. Ils ont une conception très très militante, voire militariste de la puissance des États-Unis, et ils voient dans leur vision du monde Israël comme un allié. J Street et AIPAC, c'est un petit peu différent. La religion ne joue pas toujours un rôle direct dans l'affaire. C'est-à-dire que oui et non. On est dans quelque chose qui serait plutôt de l'ordre de l'ethno-religieux que du religieux pur, parce qu'il y a des liens de parenté. Je pense que les lobbies, ce qu'ils font tous les jours, ce n'est pas de la religion, c'est une tentative d'exercer une influence politique. Monsieur Jim Cohen, nous avons assisté à des discours un peu contradictoires du président Joe Biden. Qu'est-ce qui dirige ces discours? Joe Biden est un cas particulier parce que, comme on le sait, il est assez âgé, il est au Congrès, il était au Sénat. Avant d'être président, il était sénateur très longtemps, il était là déjà dans les années 70, et il a une vision du conflit israélo-palestinien qui, beaucoup de commentateurs le disent aujourd'hui, qui relève plutôt d'une autre époque. C'est-à-dire qu'il est dans une conception du monde où Israël est par définition
un pays allié. Par définition, qu'il faut soutenir pour cette raison-là. Il pense qu'Israël, c'est le pays qu'on soutient. Il tient même aussi un langage de solidarité avec les Juifs du monde en disant que Israël, c'est le pays qui vous protège. Je prends beaucoup de distance avec cette affirmation-là, mais en tout cas, voilà à peu près la vision du monde de Biden. Je pense que si on regarde du côté des membres plus jeunes du Congrès, on trouvera un peu plus souvent là des voix critiques. Si on part du principe qu'il y a 435 représentants au Congrès et 100 sénateurs, il y a à peu près 10 ou 12% de ce monde-là qui est ouvertement aujourd'hui pour un cessez-le-feu et les autres non. Du côté républicain, on peut comprendre pourquoi, parce qu'ils sont ultra-conservateurs, pro-Trump et pro-Israël, sans poser beaucoup de questions. Côté démocrate, c'est plus nuancé et il y a, disons, des discussions parfois très fermes chez les démocrates. Il m'est arrivé parfois d'y participer et je pense qu'on est en train aujourd'hui d'aller vers une vision beaucoup plus nuancée de ce que représente Israël. Est-ce que Israël est toujours un allié? Est-ce que Israël n'est pas parfois aussi un fardeau? Est-ce qu'il ne faudrait pas prendre des distances? Oui. Alors, le sénateur Bernie Sanders que j'ai nommé tout à l'heure, qui était candidat à la présidence 2 fois, qui a essayé de l'être côté démocrate et qui est toujours sénateur à l'âge de 82 ans, et bien l'autre jour, Bernie Sanders s'est prononcé pour un arrêt de l'aide à Israël tant que Israël n'aura pas cessé les colonisations illégales et cessé d'avoir une réponse si disproportionnée à Gaza à ce qui s'est passé le 7 octobre dans le sud d'Israël. Donc il soutient exactement ce que les lobbies en question et pas les Alors justement, préalablement, G Street a adressé une lettre au président Joe Biden lui demandant d'imposer à Netanyahou un cessez-le-feu, indiquant également que c'est l'avenir d'Israël qui est en jeu et que des limites ont été dépassées. Comment expliquez-vous cette démarche? La situation elle-même est en train de devenir tellement extrême que certains sont poussés dans le retranchement. L'AIPAC n'a pas adopté la même mesure, hein. Non. AIPAC est sur une ligne beaucoup plus conservatrice, trumpiste, netanyahouiste, etc. Ils sont, de ce point de vue-là, pas touchés, mais au sein de J Street, je ne suis pas dans le secret de J Street, mais quand on regarde leur site web, quand on voit le langage qu'ils tiennent dans la presse, etc., ils sont concernés par des débordements possibles et constatés des forces israéliennes à Gaza. Je pense qu'ils doivent avoir pas mal de discussions internes chez eux. Il y a certains qui plaident pour un cessez-le-feu carrément aujourd'hui. C'est pas cette idée-là qu'on associe souvent au groupe de lobbying pro-israélien, mais là, on en est là, parce que la situation, on est à une sorte de tournant historique, je dirais. Monsieur Jim Cohen, merci d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Je vous en prie. Jim Cohen est docteur en sciences politiques, professeur émérite. Participé à ce programme Hossein Haj Hassan, membre du bureau politique du parti libanais Hezbollah. Gabriel Soma, professeur en droit international, membre du conseil consultatif de l'ancien président américain Donald Trump. Jim Cohen, spécialiste de la politique américaine ainsi que de la société états-unienne. Histoire en marche a été réalisée par Jalil Akhdar, coordonnée par Sami Hahel. Mariam Abdou vous a accompagné au micro. J'aurai le plaisir de vous retrouver jeudi prochain à partir de 16h. Merci de votre fidélité. À très bientôt. Inch'Allah.